Mon nom est Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche chez Transfert et aujourd'hui, je vais animer une discussion sur la recherche en équité, diversité et inclusion et ses impacts. Donc, comme vous le savez tous, on est tous à même d'observer que les valeurs d'équité, diversité et d'inclusion prennent de plus en plus d'espace dans la société et dans nos universités en particulier. Et il y a aussi de plus en plus de recherches sur des thématiques en équité, diversité et inclusion dans tous les domaines, dont les sciences de la gestion. Donc, on a plusieurs chercheurs à HEC qui étudient des problématiques liées à l'EDI. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir entendre 3 de nos chercheurs qui s'intéressent à ces thématiques. Donc, Sébastien Arcan, professeur au département de management. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Claude bonjour. Francoeur, directeur au département des sciences comptables. Bonjour, Claude. Bonjour, je ne suis plus directeur par contre. C'est vrai? Professeur, excuse-moi, c'est des anciens réflexes. Effectivement. Désolée à André, si elle est parmi nous. Et bonjour Caroline, Caroline Lambert, professeure au département des sciences comptables. Merci Caroline d'être avec nous. Merci Claude, merci Sébastien d'avoir accepté l'invitation. Donc, à la prochaine heure, on aura l'occasion d'entendre Caroline, Claude et Sébastien nous parler de leur recherche puis de leur expérience à titre de chercheurs sur des thématiques liées à l'équité, la diversité et l'inclusion. Et comme à l'habitude, on consacrera les 10 à 15 dernières minutes pour prendre vos questions. Donc, vous aurez l'occasion d'interagir directement avec les participants. Vous pourrez alors inscrire vos questions directement dans la fenêtre de clavardage ou lever la main si vous préférez. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons débuter avec une question exploratoire pour nous permettre de mieux connaître vos recherches. Donc, pour briser la glace, pourriez-vous nous résumer en quoi consistent vos dernières études ou vos recherches en cours concernant l'équité, la diversité et l'inclusion? Et je proposerais que pour chacune des questions, on alterne le tour de réponse. Donc, pour cette première question, nous pourrions commencer par Caroline, suivie de Claude et de Sébastien. Caroline, la parole est à toi. Très bien. Alors, j'ai pas éteint mon micro comme ça, vous m'entendez directement. Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions en explorant la question du plafond de verre rencontré essentiellement par les femmes dans les cabinets de vérification, les grands cabinets de vérification en France. Ça m'a conduite assez rapidement à ouvrir cette question et à traiter de l'enjeu de la maternité, de la gestion de la maternité, de la parentalité dans les cabinets de vérification. Et aujourd'hui, plus récemment, en fait, j'encadre en fait une brillante doctorante qui s'appelle Julie Gonneau et qui travaille sur les enjeux associés aux mesures de la performance de la diversité dans divers contextes organisationnels. Donc, c'est encore, voilà, c'est aussi beaucoup par elle aujourd'hui que je suis impliquée dans ces questions-là. Et la dernière publication qu'on a faite, c'est sur un travail à partir de son mémoire de recherche sur la question du leadership au féminin, donc qui doit être publié l'année prochaine sous la direction de Nancy Homais et de Léa Dorion. Voilà. Très intéressant. Merci Caroline. Oui. Ensuite, je passe la parole à Claude. Oui. Donc, dans mon cas, c'est plutôt l'aspect diversité du EDI, donc la diversité en gouvernance. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ça, depuis le début des années 2000. Plusieurs études que j'ai faites avec différents collaborateurs sur les impacts d'avoir une plus grande diversité des genres sur les conseils d'administration, étant donné que, évidemment, dans le passé, quand même assez récent, il y avait plutôt une forte proportion d'hommes sur les conseils, donc plutôt les hommes que les femmes. Les femmes étaient plutôt rares sur les conseils. Et il y avait des questionnements sur qu'est-ce que ça apporte d'avoir plus de diversité en termes de genre sur les conseils. Donc, plusieurs études là-dessus. Par contre, il y a eu des méta-analyses qui ont été faites sur le sujet. Donc, grosso modo, on fait un lien, une association positive entre la diversité sur les conseils et les performances financières et sociales des entreprises. Et ce type d'étude-là est surtout fait auprès d'entreprises cotées en bourse. Maintenant, pour aller un peu plus loin, parce que cette question d'impact financier et social a été très populaire, mais on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu, on s'est fait une idée, là. Il semble avoir une association positive.
mais c'est très difficile à prouver, évidemment. Le lien causal n'est pas facile à faire. Donc, des méta-analyses ont été faites et je peux dire que la question est plutôt réglée de ce côté-là. Là, ce qui nous intéresse plus, c'est comment gérer la diversité. Parce que la diversité peut amener des aspects positifs, mais peut aussi amener des aspects négatifs. Donc, dans les études qui étudient l'input versus l'output, plus de femmes, plus de diversité sur les conseils versus un output X, Y, Z, on suppose qu'il se passe quelque chose dans le conseil. On n'a jamais été capable de vraiment regarder, tester ce qui se passait dans le conseil, mesurer ce qui se produit dans le conseil. Ce qu'on suppose, c'est qu'il y a une meilleure dynamique qui amène un processus de décision qui est meilleur, donc qui a une meilleure performance au bout de la ligne. Donc, ce qu'on a fait dans l'étude qu'on est en train de faire, c'est de mesurer la dynamique de conseil. C'est une étude empirique, donc on a 826 administrateurs sur 111 conseils d'administration et on mesure différents aspects de la dynamique de groupe. Et on pose comme hypothèse et on trouve que la dynamique, à un certain moment donné, de groupe se détériore au fur et à mesure qu'il y a une plus grande diversité. Et cela, c'est basé sur des aspects de résistance au changement, des aspects aussi de menaces ressenties par les groupes majoritaires qui deviennent soit égalitaires ou peuvent même devenir minoritaires jusqu'à un certain moment donné. Donc, on mesure ça. Et par contre, il y a de l'espoir. Ce qu'on propose et ce qu'on trouve, c'est que les conseils d'administration qui sont bien gérés, donc qui ont un président du conseil qui adopte un leadership authentique, donc va être en mesure d'aller chercher les plus, si on veut, de la diversité parmi ses membres et faire en sorte que le mouvement, parce que c'est une courbe, que cette courbe-là puisse, le point d'inflexion, dans le fond, du renversement les apports positifs de la diversité puisse se maintenir grâce à un meilleur leadership. Donc, au bout de la ligne, la diversité, ça se gère et c'est important de le faire. Juste pour dire que cette étude-là, c'est une étude qui est multidisciplinaire. Donc, les participants, il y a 3 chercheurs de l'HEC Montréal, dont Caroline Aubé, Samuel Sponem et Corinne Post de l'Université Villanova en Philadelphie. Ça, c'est intéressant. Merci, Claude, de nous parler de tes travaux sur la gouvernance. Donc, ça amène aussi un autre angle. Puis, on est privilégié de te reconnu comme un expert aussi à l'international sur ces questions-là. Donc, merci de nous exposer tes travaux. Sébastien, maintenant. Sébastien, ton micro, s'il te plaît. C'est pas réglé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfait. Oh, désolé. C'est pas un midi de la recherche sur la technologie, j'espère. Je suis rassuré d'entendre Claude dire que c'est difficile à mesurer parce qu'effectivement, toutes ces questions-là ne sont pas nécessairement évidentes. Dans mon cas, moi, je suis plus orienté vers diversité, disons, minorité ethnoculturelle. C'est plus ça qui m'a guidé là, depuis de nombreuses années. Je pense que la deuxième question, on aura l'occasion de revenir un peu sur pourquoi on s'intéresse à ces questions-là. Il y a quelques projets là, qui sont en cours et certains qui sont en fin de parcours. En fin de parcours, j'ai mené un projet là, avec d'ailleurs des collègues d'HEC, entre autres, un assez gros là, FQRSC qu'on avait eu en 2016 sur la régionalisation des migrations, les difficultés d'intégration des personnes issues de l'immigration dans des organisations, chez des employeurs.
localisés en dehors de la grande région montréalaise. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a une dimension aussi sociale au-delà de la dimension économique. Et puis là, bon, on avait rencontré les employeurs à l'époque, et voir un peu les barrières et tout ça. Bon, il y a des trucs très terre à terre, là, comme les compétences linguistiques, la reconnaissance des acquis des compétences et tout ça. Mais il y avait aussi des dimensions plus liées aux relations intergroupes, je dirais, là, un petit peu par rapport à ce que Claude mentionnait tout à l'heure, ça m'a fait un peu penser à ça, là, au niveau de quand tu atteins un certain seuil au niveau de la diversité où il y a des problématiques qui émergent, de gestion notamment. Donc, ça, c'est un premier projet. Ensuite de ça, dernièrement, un projet financé CRSH, parce que je m'intéresse aussi beaucoup maintenant aux organisations sportives. Et puis, on a mené avec un ancien postdoctorant, on avait mené un projet sur la pratique sportive en milieu multiculturel et défavorisé à Montréal, donc toute la relation entre à la fois les entraîneurs, les jeunes, c'était surtout chez les jeunes du niveau secondaire, mais aussi la relation avec le système d'éducation, avec l'institution. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là, c'est vraiment les minoritaires d'un côté, les institutions de l'autre, et puis les organisations, ça peut être des entreprises ou autres. Donc, ça, c'est vraiment une espèce de triade là, qui est toujours un peu au cœur de mes activités, de mes réflexions. Ensuite de ça, 2 autres projets. Un qui est en cours, que j'ai un FQRC avec des collègues, notamment de la BTB, sur des questions autochtones. On pourra y revenir. Moi, je suis loin de me considérer comme un spécialiste des questions autochtones. C'est très délicat, c'est très complexe et tout ça. Mais on travaille, là, on a eu un petit financement pour faire c'est à la fois une revue de littérature, mais c'est aussi dans une logique collaborative avec des communautés, avec des leaders autochtones, etc., sur justement ce qu'on sait maintenant sur les communautés autochtones en matière de développement socio-économique, en matière d'appartenance identitaire, etc., etc. Donc, c'est plus un projet autour de l'état de la connaissance, en fait, là-dessus. Et puis, dernier projet sur lequel je pourrais mettre un peu d'accent, je m'excuse sur la question autochtone. En fait, ce qui moi, m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse, c'est j'ai travaillé aussi dernièrement sur la question de la confiance envers les institutions, et puis comment la confiance peut aussi être un vecteur d'intégration ou enfin bref de développement aussi pour des communautés, par exemple, de développement socio-économique et tout ça. L'entrepreneurship chez les immigrants aussi, ça vient toucher un petit peu ça. Puis le dernier projet sur lequel je voudrais rapidement insister, avec une collègue à l'Université de Montréal, on vient de déposer. J'espère que ça va fonctionner. Je n'ai pas de résultats ou quoi que ce soit à présenter, mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est les professionnels formés à l'étranger. Alors, on connaît tous les barrières au niveau de la reconnaissance, comme je le mentionnais tout à l'heure, des reconnaissances des acquis et des compétences, la question des ordres professionnels aussi. Donc, on peut voir là, en milieu de stage pour des professionnels qui ont été formés à l'étranger, qui viennent faire des stages dans des cabinets de comptables, par exemple, en finance ou ailleurs. Donc, comment ils peuvent s'intégrer. Alors, nous, en fait, on a ciblé trois domaines particuliers, c'est-à-dire le droit, la pharmacie, l'éducation. Puis là, on est en train de voir aussi au niveau de l'ergothérapie, parce qu'ils ont beaucoup de stages et tout ça. C'est beaucoup en lien avec l'Université de Montréal et ce qui se fait là-bas. Et donc, voir cette barrière, non pas à l'emploi nécessairement, mais dans la formation, comment aussi les organisations mettent à profit les compétences acquises à l'étranger ou non, en fait. Donc, ça peut être autant des aspects positifs que plus négatifs. Donc, pour arrêter là, c'est ce que j'aurais à dire pour l'instant. C'est vraiment intéressant, Sébastien. C'est un plaisir de vous avoir tous les trois. Vous abordez la large question de l'EDI là, avec des angles différents et complémentaires. Donc, j'ai hâte d'entendre vos réponses aux prochaines questions. La prochaine est un peu plus personnelle d'ailleurs. Généralement, on ne choisit pas nos sujets de recherche au hasard. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à des questions reliées à l'équité, la diversité et l'inclusion, et plus particulièrement là, aux thématiques que vous venez de nous présenter? Donc, on peut alterner l'ordre de parole. Maintenant, je propose qu'on puisse commencer par Claude, suivi de Sébastien et de Caroline. Oui, moi, je dirais que c'est un peu par opportunisme. Donc, au début des années 2000, moi, je suis arrivé à l'école en 2003. Donc, au début des années 2000, il y a eu plusieurs scandales financiers à travers le monde, des grandes entreprises où il y a eu des manipulations comptables et financières. Donc, ça a commencé en Grande-Bretagne et ils ont, les pays, en commençant par la Grande-Bretagne, ont
on fait une réforme des pratiques en gouvernance, des règles de gouvernance, si on veut. Pour donner peut-être une image, avant, dans les années 90, les conseils d'administration existaient. La règle était là. Pour émettre des actions sur les marchés boursiers, il fallait que les entreprises se dotent de conseils d'administration, sauf qu'ils ne faisaient pas vraiment bien leur travail. Donc, ils ont mis des nouvelles règles de gouvernance en place qui obligeaient les membres des conseils d'administration à se doter de membres plus indépendants. Et l'indépendance était définie comme étant n'ayant pas de lien avec les entreprises, lien d'affaires, disons, si on veut faire ça simple. Ensuite de ça, il fallait qu'il y ait un comité d'audit, donc un comité qui s'occupe des affaires financières de l'entreprise, composé de gens qui sont lettrés en finance, non pas. Donc, tout ça pour essayer d'améliorer le processus de décision des conseils d'administration. Et malheureusement, il a continué à avoir des scandales financiers à profusion. Donc, les chercheurs se sont mis à commencer à regarder ça d'un peu plus près. Et on s'est vite rendu compte que c'est beau mettre des règles en place, mais l'humain étant ce qu'il est, il trouve toujours le moyen de passer à côté et d'essayer de s'enrichir indûment dans certains cas. Donc, on a commencé à regarder un autre type de diversité, c'est-à-dire une diversité de pensée sur les conseils. Donc, essayer d'avoir des membres autour d'une table qui ne vont pas à la pêche ensemble, même s'ils n'ont pas d'affaires avec l'entreprise. Ils se connaissent, ils vont à la pêche ensemble, ils ont dans le même club privé, etc. Vous voyez l'idée. Donc, et une des façons, ce n'est pas la seule, c'est d'amener la moitié des gestionnaires formés dans les universités à travers le monde qui n'avaient pas accès à ce niveau-là dans les entreprises, ce sont les femmes. Et la Norvège a donné le grand coup en 2003. Elle a obligé ces entreprises cotées, s'ils voulaient rester cotées, de se doter de 40% de 4 femmes sur 10. Leur ont donné, aux entreprises, leur ont donné 5 ans pour faire ça. Les entreprises ont atteint le 40% en 2009 et il n'y a pas eu de. Évidemment, il y a eu un tollé au début, là, il y a eu un peu de rouspétage, mais ça s'est fait. Évidemment, c'est un peu artificiel, mais ça s'est fait. Et là, il y a des études qui ont été faites sur ce pays-là, étant donné qu'on peut observer une diversité importante. Donc, ça a cheminé. Les entreprises, c'est-à-dire plusieurs pays à travers le monde ont adopté des quotas, dont la France, l'Italie. C'est assez spectaculaire d'entendre que l'Italie a emboîté le pas assez rapidement. Des pays plutôt culturellement, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais c'est pas enclin à amener les femmes dans les hautes sphères de management, si on peut dire. Donc, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Donc, plutôt des pays européens. Il y a des pays qui ont résisté, comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne. Et ces pays-là, leur idée était de laisser les marchés fonctionner librement, c'est-à-dire que si d'avoir plus de diversité sur les conseils est une bonne chose, les entreprises devraient le faire naturellement pour être plus compétitives. Donc, tout ça fait qu'on avait besoin de répondre à des questions. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir plus de diversité? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir plus de femmes sur les conseils? Et la question d'opportunité, c'est qu'un jour, une vice-présidente d'une institution financière bien connue du Québec est venue nous voir pour nous demander d'établir un index de diversité, là, pour faire ça simple, un fonds dédié à l'avancement des femmes en gouvernance, si on veut. Et de là est partie la première étude qui a eu certains succès parce qu'on a mis un peu de rigueur dans les calculs et on a mis un peu de. C'est ça notre rôle là, comme chercheur, là, de mettre un peu de rigueur dans le débat et de ralentir. En fait, il y a une étude qui était sortie qui disait que
que les entreprises qui ont plus de femmes sur le conseil ont un rendement, une performance financière de 35 plus élevée sur 3 ou 4 ans. Et la vice-présidente en question, elle allait donner des entrevues télévisées, puis elle disait ça. Donc, nous, on a dit peut-être que ça serait mieux on trouvait que ça mettait beaucoup de poids sur le dos, sur les épaules des femmes. Et donc, on a fait cette étude-là et d'autres, puis ça a permis, je pense, de relativiser les choses et de rendre ça plus crédible. C'est intéressant, Claude, de connaître l'histoire. J'entends un peu d'écho. Je ne sais pas si c'est des spots aussi. Non, ça s'est réglé. Merci beaucoup, Claude. Puis ça me démontre la pertinence aussi de tes recherches, de comprendre là, la demande puis le besoin aussi qui apparaissait là, au moment où tu as débuté ta première enquête. Merci. Sébastien? Oui, alors, moi, il faut remonter quand même à il y a longtemps. Là. Je ne voudrais pas trop m'étaler sur ma propre biographie, mais c'est un mélange un peu d'expérience personnelle et de curiosité intellectuelle. Alors, je vais commencer par la curiosité intellectuelle. Bon, suite à mon bac en sciences politiques, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'ouverture, en fait, des sociétés. Là. Ceux et celles qui sont un peu familiers, là, c'est la base, ce serait peut-être un peu Karl Popper, la société ouverte et ses ennemis, là, si on veut résumer ça très, très grossièrement. Et puis donc, pour moi, le meilleur moyen de mesurer ou en fait de prendre le pouls un peu de ce degré d'ouverture, c'était à travers justement la question des immigrants. Et au Québec, on le sait, là, c'est une question qui est récurrente depuis de nombreuses années, qui est très polémique aussi. Donc, je m'étais intéressé au mémoire de maîtrise, là, on remonte au milieu des années 90, sur la participation, disons, la prise de position d'intellectuels immigrants sur la question nationale au Québec. Rien à voir avec HEC, vous me direz. Et quand même, ça me permettait de voir, j'avais interviewé des personnes, enfin, qui sont assez connues dans la société québécoise, qui sont issues de l'immigration. C'était très, très intéressant là, de venir de Québec et puis d'aller interviewer ces gens-là. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, là, j'aimerais beaucoup continuer au doctorat, puis continuer aussi sur ces questions-là. Donc, évidemment, Montréal est un peu un pôle naturel là, pour travailler sur des questions sur l'immigration, l'ethnicité, etc. Et puis, il y avait un centre, à l'époque, à l'Université de Montréal, il y avait un centre qui s'appelait le Centre d'études ethniques des universités de Montréal. Je suis allé travailler avec une femme qui était une sommité, là, qui a pris sa retraite, mais qui était une des pionnières là, sur des questions femmes et minorités ethnoculturelles. Donc, j'étais très content de travailler avec elle et tout ça. Et puis, donc, cette curiosité s'est développée, etc. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au HEC, sans vraiment que c'était pas mon plan de carrière, mais je suis très content. Ça fait 16 ans à peu près. Et donc, vraiment, là, c'était plus dans les organisations, c'était plus par rapport au marché du travail, un peu plus spécifiquement. La formation aussi, on pourra y revenir, mais moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la notion de transfert. Je suis tout à fait d'accord là, avec Claude quand il dit que notre rôle, c'est aussi là, de temporiser un peu les choses, d'éclairer autrement, etc. Je pense que la formation, notamment à travers ce qu'on fait à l'École des dirigeants, ça permet ça aussi. Donc, il y a une logique de transfert de connaissances intéressante. Et donc, de fil en aiguille, c'est un peu tout ça là, qui m'a amené au niveau pour ce qui est de l'aspect curiosité intellectuelle. Pour ce qui est des aspects personnels, écoutez, j'ai voyagé depuis très longtemps, depuis que je suis tout jeune, en fait. J'ai vécu en France un peu, etc. Traversé le Canada souvent pour des raisons familiales. Ensuite de ça, j'ai joué beaucoup, ça peut paraître un peu étrange là, dans un contexte de Midi de la Recherche, mais j'ai joué beaucoup au soccer à Québec. Puis ceux et celles qui connaissent un peu Québec, vous savez, la diversité, là, on le retrouve à certains endroits, là, puis notamment sur les terrains de soccer. Alors, c'est un peu comme ça, j'ai appris mon espagnol comme ça et tout ça. Et puis, ça m'a amené aussi à mêler finalement cette curiosité intellectuelle avec une autre passion, on va dire ça comme ça, là, qui était de jouer au foot. Et puis, donc, tout ça, en fait, encore une fois, là, c'est vraiment des intérêts et puis des questionnements surtout, en fait, que je voulais voir. Et je trouvais qu'il y avait un moyen, pour revenir un peu à la question du transfert de connaissances, il y a un moyen de travailler sur ces questions-là. Puis ça peut être sur les femmes, ça peut être sur toutes sortes la diversité avec un grand D, comme je l'appelle. Il y a moyen, justement, d'avoir, je pense, aussi une contribution très pratique, quelque part, très concrète. Je ne dis pas que la recherche n'est pas concrète, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais donc, encore une fois, aligner ces deux dimensions. Puis je pense que dans un contexte comme HEC, c'est tout à fait pertinent de le faire, puisqu'on a aussi souvent l'occasion de s'adresser à des gestionnaires en exercice ou enfin à des futurs gestionnaires. Donc, et on sait très bien là, que toutes ces questions de DI,
c'est un sujet qui est très, j'allais dire à la mode, mais à la mode, ça fait un peu péjoratif. C'est pas ça que je veux dire, mais enfin bref, c'est très d'actualité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait longtemps que ça l'est aussi. Ça a été à travers les accommodements raisonnables à un certain moment. Ça a été à travers d'autres enjeux, des questions linguistiques qui reviennent actuellement aussi, etc. Donc, c'est vraiment un sujet de recherche, un objet de recherche qui est tellement multidimensionnel, puis qui est tellement riche aussi pour toutes sortes de points de vue que moi, je m'éclate. Là. Des fois, je trouve que je m'éparpille un peu, vous me direz, mais ou je me dis moi-même. Mais c'est comme ça, je pense qu'on arrive à comprendre aussi les milieux dans lesquels on travaille, les milieux dans lesquels on vit aussi, puis tous ces fameux degrés d'ouverture, de fermeture, d'inclusion, d'exclusion, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment là, au cœur de mes activités, de mes réflexions aussi. Là. Merci, Sébastien. C'est intéressant de voir ta démarche intellectuelle, puis ton parcours personnel là, qui t'a amené à développer progressivement une expertise très pertinente là, que tu arrives aussi à transférer très bien là, autour de différentes questions liées à l'EDI. Merci. Caroline. Oui, alors tout à l'heure, tu disais, Caroline, qu'on ne choisissait pas ces sujets par hasard. Alors là, pour le coup, moi, c'était vraiment un hasard complet, en tout cas, parce que c'est un professeur dans le cadre de l'équivalent de ma première année de PhD. Là, mais je comptais travailler sur autre chose et j'ai travaillé dans mon PhD sur complètement autre chose qui donc dans le cadre d'un séminaire nous avait proposé avec une collègue de faire un point sur les publications récentes sur la question des femmes et de la comptabilité. Moi, j'avais un regard très éloigné de ces problématiques. Je les voyais absolument pas. Pour moi, elles n'existaient pas. Le jeu, pour moi, dans toutes les organisations, était ultra méritocratique. Je sortais d'une école de commerce où j'avais l'impression que tout était clair, que les garçons... Enfin, pour moi, il n'y avait plus ces questions-là. C'était complètement inexistant. Et je dois dire qu'on s'est passionné par le sujet, mais vraiment d'un point de vue recherche, c'est-à-dire qu'on s'est dit c'est d'une richesse et en même temps ça fait l'ouverture peut-être à la suite de la discussion, mais c'est ce que disait aussi Sébastien, c'est que c'est d'une richesse un peu apeurante au départ, où on se dit waouh, il y en a vraiment beaucoup. Et je me souviens qu'à l'époque le professeur qui est très connu, qui s'appelle Bernard Collas, nous avait dit en revanche, ce que vous avez fait, c'est très intéressant, mais évitez de le publier parce que sinon, vous allez être étiqueté féministe et on va plus vous parler que de ça. Et donc, on avait décidé de mettre ça entre parenthèses et de pas publier là-dessus tout de suite. On a publié beaucoup plus tard, une fois qu'on avait publié sur nos propres thèses et soutenu nos propres thèses, ce qui était quand même intéressant et ce qui était, voilà, bon, enfin, ça amène peut-être des discussions. Et donc, par la suite, quand même, le sujet nous avait vraiment intéressés. On s'était dit, donc, c'est là qu'on a continué par la suite à aller dans les cabinets d'audit, à se poser la question du plafond de verre, qui était une grosse thématique, en fait. C'est très pratique, les cabinets d'audit, parce que la hiérarchie est très claire, c'est-à-dire que c'est comme une classe, en fait, on passe d'une classe à une autre, donc c'est très facile d'étudier la progression de l'un par rapport à d'un groupe par rapport à un autre, sachant qu'en plus, à l'entrée, on est à 50-50 et qu'à la fin, il restait 12% à l'époque de femmes. Donc, il y a vraiment un problème. Et là, et c'est là que c'est aussi intéressant parce que les éléments biographiques se mêlent. C'est là que j'ai commencé à discuter. Donc, on a interviewé des hommes et des femmes sur leur parcours biographique. Et c'est là que la maternité, et c'est là que on fait émerger aussi des sujets, c'est là que la maternité est sortie. C'est-à-dire que les hommes ne parlaient pas du tout de la parentalité comme un enjeu de carrière, mais les femmes, la rupture, elle se faisait au moment où elles envisageaient leur maternité, leur incapacité à gérer la charge mentale, la pression qu'elles se mettaient, les sanctions organisationnelles. Et ça a été fascinant pour moi parce que, évidemment, cette problématique-là qui se posait dans les cabinets d'audit se posait à peu près partout. Donc c'était pour moi vraiment intéressant de voir comment finalement ce détour par la recherche m'amenait aussi à regarder mon expérience en tant que chercheuse aussi se vivait, et ça m'a ouvert aussi les yeux sur une réalité que je vivais aussi en tant qu'académique. C'est vraiment intéressant, Caroline. Puis,
Tu soulèves la question, il y a une progression là, sur notre ouverture collective à comprendre les thématiques, les problématiques liées à l'équité, la diversité, l'inclusion. Soulever la question de la pertinence. Au départ, on se demande est-ce qu'il y a vraiment un enjeu. Aujourd'hui, on est de plus en plus sensibilisé, c'est de plus en plus documenté, mais il n'y a pas si longtemps, ça l'était beaucoup moins. Donc, c'est intéressant ce que tu amènes aussi sur la perception qu'on pouvait avoir envers aussi les problématiques et la recherche sur ces questions-là. Absolument. Et juste, c'est à la fois une évolution globale et ça peut être aussi une évolution individuelle. C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut être complètement aveugle et puis ne pas les percevoir et puis s'ouvrir. Et voilà, c'est ce que je remarque très souvent. C'est intéressant. Merci beaucoup, Caroline. Ma prochaine question concerne le processus de recherche. Est-ce que, à partir de votre expérience, à chacun, vous avez observé des obstacles à la recherche sur des thématiques liées à l'équité, la diversité et l'inclusion? C'est le premier volet. Il y aurait aussi un deuxième volet à la question. Est-ce que vous avez vu des facteurs qui peuvent faciliter la recherche actuellement dans ces domaines-là? Donc, libre à vous de répondre à l'un ou l'autre des volets de la question ou aux deux si vous êtes inspiré. Donc, pour cette question, je vous propose qu'on commence par Sébastien, ensuite Caroline et Claude. Oui, alors, écoute, j'ai toujours été un peu ambitieux, je vais essayer de répondre aux deux. La première, l'obstacle numéro un, je pense, en fait, il découle de deux types de pratiques. Dans mon cas, moi, je fais du qualitatif et tout ça, donc, tu sais, je vais quand même mettre la table là-dessus. Deux types de pratiques, des pratiques identitaires au pluriel, puis l'autre, c'est des pratiques managériales. Alors, les pratiques identitaires, premièrement, il y a moi comme chercheur. Un homme blanc de 50 ans qui étudie des questions. Aujourd'hui, on est très sensible à ces éléments-là en EDI. C'est quoi ma légitimité, par exemple, d'aller faire du terrain, de rencontrer des gens, d'essayer de comprendre leur vécu, on parle beaucoup de ressenti, appelez ça comme vous voulez. Donc ça, c'est une question de légitimité. Ça demeure, moi je pense, enfin, j'ai fait la paix avec ça il y a longtemps moi-même, mais ça demeure que c'est toujours à reconstruire à quelque part. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ensuite aussi d'interpréter les données à partir de ta posture aussi, tout ça. Donc, d'objectiver le tout, il y a un défi là, qui est quand même assez constant, en plus de la question de la légitimité que je parlais tout à l'heure. Ensuite de ça, toujours sur les questions de pratique identitaire, c'est qu'il faut voir que oui, on peut être une femme maghrébine, mais aussi comptable. Là, je vais prendre un peu là, est-ce qu'on est plus comptable, est-ce qu'on est plus femme, dépendamment des contextes, etc. Donc, tu sais, nous, comme chercheurs, on arrive puis on veut avoir des réponses à des questions qu'on a déjà posées souvent en amont. Puis là, les gens nous disent, moi, tu sais, je me sens pas un gestionnaire musulman. Tu sais, je viens de faire une étude avec un postdoc, puis on est en deuxième tour de révision d'un article sur les gestionnaires de confession musulmane, tu sais, dans les organisations, tout ça. Puis il y en a pour qui c'est très important, c'est au cœur de leur pratique de gestionnaire, à la limite, la question religieuse. Alors que pour d'autres, c'est comme moi, pas du tout. Là, moi, je garde ça, c'est ma vie privée, etc. Donc, tu sais, il y a un enjeu très important ici, puis tu ne veux pas imposer des identités aux gens non plus. C'est toujours ça la question. Dans le qualitatif, en tout cas, tu es beaucoup en relation avec les gens, que ce soit dans des contextes de groupes de discussion, d'entretien semi-dirigés ou autre. Donc, ça, je pense que c'est un obstacle aussi qui est très, à ce niveau-là, qui est très intéressant. Intéressant, mais en même temps, un obstacle aussi. Le troisième élément, toujours sur cette pratique identitaire-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu l'intersectionnalité, mais c'est un peu ce que je viens de dire aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs dimensions identitaires qui se recoupent, puis qui parfois aussi peuvent accroître la discrimination, l'exclusion. Pas toujours, mais parfois. Donc, encore une fois, femmes, maghrébines, etc. Donc, cette dimension-là aussi de capter ça, de prendre cette complexité-là, puis d'essayer d'en faire quelque chose, ça me semble un obstacle aussi important. Puis rapidement, je vois le temps passer. Pour ce qui est des facilités ou des facilitateurs, je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est inépuisable, c'est un sujet qui, enfin, dans le contexte québécois minimalement, mais pas uniquement, clairement, là. Si on regarde l'actualité, c'est un sujet qui attire toujours, qui captive d'une certaine façon. Par contre, c'est sûr, le revers de ça, c'est que c'est un sujet qui est assez chaud, brûlant, hein, même parfois, mais qui amène plein de potentialités. Là, je vois que Benoît Dostie est là aujourd'hui. Ça amène des possibilités de collaboration parce que Benoît et moi, on supervise, on n'a pas fait de recherche encore, mais ça
ça viendra, je suis sûr, mais un mémoire de maîtrise sur les femmes dans le domaine de la finance et tout ça. Donc, tu sais, ça amène des possibilités de collaboration puis d'intégrer des dimensions, disons, EDI à d'autres éléments aussi. Donc, c'est quelque chose qui se greffe facilement à d'autres thématiques et qui montre aussi cette complexité que je parlais tout à l'heure. Puis, pour terminer, ben, en ce qui concerne le volet pour mes recherches à moi, plus intégration au marché du travail, ben là, actuellement, enfin, on est dans une logique on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Donc, encore une fois, il y a moi, personnellement, comme chercheur, je me sens utile. Tu sais, est-ce que je le suis toujours? Ça, c'est pas à moi de déterminer. Mais je trouve qu'il y a une utilité dans toutes ces recherches-là pour essayer de mieux comprendre, puis surtout, encore une fois, de passer à l'action, proposer des solutions à certaines problématiques, certains enjeux aussi. Donc, c'est comme ça que je verrais ça. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, oui, une capacité de répondre à des besoins très présents dans la société. Ton commentaire sur la multidisciplinarité est intéressant aussi. Les problèmes sont complexes liés à l'EDI, donc avoir des regards aussi multidisciplinaires à poser sur ces questions-là, je pense que ça peut amener beaucoup. Merci. On peut passer à Caroline. Oui, je vais reprendre rapidement certains points mentionnés par Sébastien. Je ne m'étendrai pas dessus parce que je pense que ce qui est absolument en même temps un obstacle et un facilitateur, c'est l'étendue et la richesse de la recherche et des éléments qui irriguent finalement cette recherche, c'est-à-dire des réflexions de droit, donc de sociologie, des questions sur l'identité, etc. Donc il y a vraiment et puis évidemment le féminisme, voilà, toutes les approches néocolonialistes, etc. Donc voilà, ces questions qui peuvent alimenter la discussion. L'autre élément qui me semble aussi à la fois obstacle et facilitateur, c'est le fait qu'il y ait une multiplicité finalement d'approches, c'est-à-dire que il va y avoir d'un côté des chercheurs qui vont ils vont se parler entre eux et ils vont faire progresser d'un certain angle la recherche de cette façon, en fixant les identités, c'est-à-dire en se disant bah voilà, ça va être un élément qu'on va fixer, puis on va regarder l'impact que ça va avoir sur tel ou tel élément que je cherche. Donc on va identifier des femmes, des minorités, puis là on va essayer de catégoriser. Et puis de l'autre côté, des chercheurs dans lesquels voilà, je me sens plus proches, qui vont essayer de questionner la notion même d'identité. Et c'est exactement ce que Sébastien a évoqué, qui va être de dire finalement c'est quand même un objet mouvant, socialement construit. Je veux dire, moi, tous les jours, on me dit, est-ce que je me sens et est-ce qu'on me perçoit comme d'abord une femme, quelqu'un, et je veux dire, et moi je le vis et ça me questionne évidemment, comme métisse, comme française, mais métisse, je veux dire, tout le monde me prend pour, enfin il y a beaucoup de gens qui me prennent pour quelqu'un de maghrébin, donc du coup musulmane. Bon voilà, donc et ça m'appartient pas, je veux dire ça, je sais pas, les gens projettent ce qu'ils veulent, mais voilà, en le vivant aussi personnellement et en y réfléchissant maintenant, parce que ce sont des questions qui sont très à la mode, je m'aperçois de la complexité aussi qu'il peut y avoir là-dedans et de la richesse aussi qu'il peut y avoir là-dedans. Donc, les deux en même temps, obstacle et facilitateur. Après, le dernier élément, et pour moi, c'est évidemment, ça me tient beaucoup à cœur, c'est que pour moi, il y a des enjeux évidemment des enjeux sociétaux, de faire une société meilleure quelque part. Concrètement, je peux pas. Oui, alors on va peut-être dire que c'est du militantisme, mais en tout cas, pour moi, ça fait partie aussi de ça, d'essayer de former, d'éduquer, de passer des notions par rapport à tout ça. Et c'est vrai que dès qu'on aborde ces sujets-là, ça peut être très tendu, tout le monde a son avis, tout le monde a son parcours, son expérience, ses douleurs à raconter qui ne sont pas nécessairement connectées directement au sujet. Donc, en même temps, on est confronté à des hyper spécialistes quand on soumet dans nos revues, etc. Et en même temps, à chaque fois qu'on est dans une logique de transfert, etc., on est confronté à des choses qui nous semblent acquises depuis très longtemps, mais où on se dit, ah, là, il va falloir repartir du début et remettre la table pour reclarifier tout ça. Donc, c'est à la fois des obstacles et en même temps, c'est ce qui fait la richesse et l'intérêt de toute la démarche. Voilà. Intéressant cette tension entre finalement la recherche terrain puis
la collaboration avec les participants, puis les exigences de la publication aussi de l'autre côté. Merci, Caroline. Claude? Donc, du côté des opportunités, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a même un engouement, je dirais. Il y a beaucoup de fonds disponibles. Il y a une demande au niveau des gens d'affaires, ils veulent connaître, etc. Par contre, il y a des difficultés parce que c'est quand même des questions complexes. Donc, il faut avoir une bonne équipe. Ça prend, je pense, des études auxquelles collaborent plusieurs chercheurs de différentes disciplines. Et aussi, il y a l'accès aux données, c'est-à-dire l'accès aux données terrain. C'est beau faire des études avec des données d'archives, ça va quand même assez bien. Mais là, on est rendu à un niveau où il faut corroborer, où il faut aller plus loin, il faut aller questionner les administrateurs. Et ça, ça a toujours été difficile. Les administrateurs sont plutôt fermés à répondre à des questionnaires. De toute façon, ils sont tellement sollicités. Évidemment, ça se fait par questionnaire ou par observation, c'est encore plus difficile. Donc, cette partie-là est difficile. Par contre, le bon côté de la chose, c'est que si on se présente avec un bon projet et on est reconnu comme étant des chercheurs de HEC Montréal, c'est honnêtement, là, ça ouvre des portes. Donc, c'était notre cas. Et on a eu accès à plus de, comment on avait donc, plus de quasiment 2000 administrateurs. On a retenu 826 dans notre étude finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire puis qui donne un avantage quand c'est le temps de faire accepter l'article pour publication. Donc, il y a de l'espoir. C'est pas facile, mais en même temps, c'est ce qu'on veut faire de la recherche facile, je pense pas. Donc, mais il y a encore de la place pour... Moi, honnêtement, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2003-2004, puis plusieurs fois, je me suis dit, bon, ben là, je vais passer à d'autres choses. Puis ça revient tout le temps, puis c'est intéressant. Merci, Claude. Très intéressant. Sébastien, tu veux réagir, je pense, à un des points? Rapidement, c'est juste que ce que Claude mentionnait, là, je m'étais mis aussi une note avant, puis j'ai oublié de le mentionner, mais je veux juste renchérir, c'est un obstacle important aussi, c'est que les gestionnaires, les employeurs, appelez-les comme vous voulez, puis avec raison peut-être, là, on pourrait le comprendre, ont souvent aussi de la réticence à eux-mêmes à objectiver leurs pratiques, puis à admettre qu'il y a peut-être des pratiques qui ne sont pas nécessairement des bonnes pratiques dans le contexte actuel d'intégration, d'inclusion de la diversité. Et donc, à ce moment-là, il faut aller au-delà des premières impressions de ce qu'on nous dit pour essayer de creuser un peu, puis de voir, puis sans partir avec des a priori non plus, parce que l'autre, le revers de ça, c'est de dire, ah non, il y a nécessairement plein de discriminations partout, c'est épouvantable. Moi, je connais il y a des revues d'ailleurs que si tu n'es pas assez critique, ils ne veulent juste pas t'accepter alors que tu essaies d'être nuancé. La réalité, on l'a dit à plusieurs reprises depuis ce midi, depuis le début, c'est complexe et tout ça. Donc, de partir le plus possible avec une certaine neutralité, autant que ça soit possible de le faire. Mais effectivement, c'est très rare que des employeurs, des gestionnaires vont dire, ah non, nous autres, on a beaucoup de problèmes. La plupart du temps, c'est on a mis sur pied des trucs extraordinaires. Si tu parles aux employés par la suite, c'est pas tout à fait le portrait est un peu plus nuancé, on va dire ça comme ça. Ça, c'est un obstacle, à mon avis, qui est aussi très important. Oui, c'est un point important. Il y a beaucoup de désirabilité sociale dans cette thématique-là. Puis donc, il faut aller au-delà des premières impressions. Merci, Sébastien. J'ai une dernière question. Le temps file, donc je vais vous demander d'y répondre un peu en rafale parce que c'est quand même une question importante. J'aimerais que vous nous touchiez un mot de votre impact, l'impact que vous avez le sentiment d'avoir eu jusqu'à maintenant ou les retombées auxquelles vous aspirez pour les recherches que vous réalisez. Donc, pour cette dernière question, nous pourrions commencer par Caroline, puis de Claude et de Sébastien. Alors,
Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de discuter de ces recherches-là avec les doctorants, par exemple. Voilà, parce que je trouve que ça leur ouvre des perspectives de curiosité, d'intérêt. Voilà, nous, on a essentiellement des doctorants en comptabilité. Très souvent, ils découvrent que c'est un champ qui existe aussi en comptabilité, et c'est toujours très enthousiasmant de s'apercevoir que voilà, ça leur ouvre des perspectives qu'ils n'avaient pas. Ça, c'est intéressant, Caroline, parce que notre impact, elle peut être sur les organisations, la société, les gestionnaires, mais aussi, évidemment, sur nos étudiants. Donc, c'est un bon point, un point intéressant que tu apportes aussi, ce transfert vers nos étudiants de PhD, notamment. Ensuite, Claude. Okay, donc, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Caroline. Effectivement, dans mon cas, l'étude des impacts de diversité sur les conseils d'administration, ça peut sembler être loin de la comptabilité, alors que ça ne l'est pas du tout. Et donc, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait pu y avoir des travaux de recherche sur ces aspects-là par des étudiants, par exemple, en comptabilité. Et moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour expliquer aux gens le lien. En fait, souvent, je demande à mes étudiants de doctorat, tiens, ça va être le meilleur exemple, qu'est-ce que la gouvernance a à faire avec la comptabilité? Comment se fait-il qu'on soit en train, là, dans un séminaire de doctorat, en train de regarder des études sur la diversité des genres sur le conseil d'administration? Et ça ne leur apparaît pas si évident que ça. Pourtant, après ça, quand je leur demande d'où viennent qu'est-ce qui a généré, qu'est-ce qui a fait en sorte que les règles de gouvernance, il y a eu une réforme importante des règles de gouvernance à travers le monde, bien, ça vient tout le temps de manipulation comptable. Donc, vraiment, la comptabilité, on est vraiment au cœur de ces problématiques-là. Maintenant, on fait partie de la solution dans le sens où on peut faire en sorte que les règles soient mieux, en fait, d'avoir de meilleures règles pour mieux gérer les conseils d'administration. Mais aussi, il y a toute la question du fait que la diversité des genres devient de plus en plus importante. Et c'est un mécanisme de gouvernance, en fait. C'est le conseil d'administration, c'est un mécanisme de gouvernance qui va permettre aux entreprises de mieux performer, d'être mieux contrôlées jusqu'à un certain point. Ça, de quoi je suis le plus fier, c'est le fait d'avoir contribué modestement, avoir mis mon petit grain de sel avec d'autres chercheurs universitaires pour, je dirais, éduquer la population, faire du transfert de connaissances. Hein, éduquer, ça a l'air un peu pompeux, mais faire du transfert de connaissances pour parler des recherches qu'on fait, qui se font en général. Et ça, j'ai remarqué que ça a fait changer le discours populaire. Dans les années 2000, on entendait surtout parler de parité, plutôt les discours féministes, alors que maintenant, on entend beaucoup plus parler de diversité des genres, de groupes diversifiés, de casser la pensée de groupe sur les conseils d'administration, etc. Et j'ai été personnellement, et je ne suis pas le seul, j'ai été souvent consulté par différents ministères, des différentes instances. Et les gens veulent savoir, et je vois que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que c'est appliqué. Ça juste pour comment on leur a donné des moyens de mettre des mots sur ce qu'ils voulaient faire, si on veut, là. Donc, à mieux s'exprimer, puis aussi à référer à des études sérieuses. Donc, puis la dernière chose, c'est, disons, l'utilité directe. Par exemple, dans l'étude qu'on est en train de faire, que je vais mentionner au début, sur la dynamique des groupes, on a eu la participation, comme je disais, d'une importante institution financière pour accéder directement aux administrateurs, pour leur poser notre questionnaire. Et en retour, donc, on voulait mesurer la dynamique interne des conseils d'administration. Ce qu'on mesure, grosso modo, là, pour ceux que ça
ça serait un peu flou, là, c'est la cohésion entre les membres, est-ce qu'il y a une confiance entre les membres, est-ce que les normes d'effort de travail sont modifiées, etc. Et ça intéressait beaucoup le groupe qu'on a consulté, qui nous a ouvert les portes, et on leur a promis et donné des rapports du niveau de mesure de leur dynamique sur les différents conseils d'administration qui font partie de leur réseau. Donc, c'est un échange qui est intéressant pour les deux parties. Puis, c'est valorisant pour les chercheurs de voir que les travaux qu'on peut faire peuvent être utiles de façon très pratico-pratique aussi. Oui, et rapide. Donc, la recherche-action qui permet d'avoir aussi une influence directe sur les milieux. Merci beaucoup, Claude. Sébastien? Très rapidement, là, parce que je vois que ça file. Moi, je dirais qu'une certaine fierté, là, moi aussi, très, très modestement, là, un peu comme Claude le dit, c'est d'amener un peu de rigueur, disons, académique dans des logiques de transfert multiniveau. C'est-à-dire, on peut parler des étudiants de PhD, effectivement. On peut parler des étudiants de maîtrise aussi en projet supervisé qui vont aller faire beaucoup de projets dans les organisations. Et là, on amène aussi ça. Ça ne paraît pas toujours a priori. On se dit, la recherche, les étudiants, projets supervisés, tout ça, de la pratique, mais moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Puis aussi, dans des logiques, je reviens là-dessus, je suis désolé d'insister, mais tu sais, que ce soit de la formation, que ce soit un peu d'une forme ou l'autre de consultation, comme Claude l'a dit aussi, quand on est sollicité par toutes sortes d'organismes. Moi, je siège sur plusieurs comités à Statistique Canada. Actuellement, je suis sur le Conseil supérieur de l'éducation en formation continue, mais la partie personnes issues de l'immigration, formées à l'étranger, etc. Donc, je pense que tout est dans tout, comme on dit. Puis, moi, je le vois vraiment comme vraiment quelque chose de transversal. Puis, en plus grande fierté, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, parce qu'on a toujours besoin de chance dans la vie, d'un break, comme on dit. Mais moi, ça a été de rentrer à HEC. Je pense que, je l'ai dit, Federico ne m'a pas demandé de dire ça, là. C'est que ça permet justement ces relations avec les milieux que j'aurais probablement pas eu si j'avais été dans un département de sciences sociales, une faculté de sciences sociales, par exemple. On est vraiment ancré dans les milieux. Puis, ça nous permet aussi de prendre le recul pour faire de la recherche rigoureuse, puis de retourner sur le terrain. Donc, ces va-et-vient-là, je pense qu'ils sont très, très possibles dans notre milieu. Donc, ce serait ça. Là. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'être si modeste, vous ne devriez pas. Votre recherche et ce que vous faites est remarquable. Puis, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la recherche, c'est un continuum. Hein? Il y a la recherche fondamentale jusqu'au transfert. Donc, je pense qu'on doit se sentir très légitime. Ça fait partie de notre rôle aussi, si on veut que ça atterrisse dans les milieux, là, de faire ce type d'activité-là pour transférer les résultats de nos recherches. Merci beaucoup. Le temps a filé, mais il nous reste quand même quelques minutes pour prendre des questions. Donc, comme on vous l'indiquait au départ, là, vous pouvez inscrire vos questions dans la fenêtre de clavardage, mais vous pouvez aussi lever la main si vous le souhaitez. C'est Mathieu Meillard qui nous accompagne aujourd'hui pour prendre les questions. Madame Ribaudelot, vous avez une question? Oui, bonjour. Je commence avec ma question. Je ne fais pas la recherche en EDI. C'est un sujet qui m'intéresse comme femme immigrante, mais c'est tout. Donc, je ne connais rien. Donc, je m'excuse si je dis des choses qui ne sont pas correctes. Parce que je sais que le sujet est très complexe. Puis, comment c'est très polémique. Donc, je ne comprends pas d'où vient cette polémique. Moi, je lis parfois notre collègue Joseph Facal. Puis là, il embarque dans une critique et sur les EDI que je ne comprends pas. Est-ce que vous n'êtes pas, ça vous touche, cet sujet qui peut déraper, peut-être, qu'on peut être étiqueté comme une féministe, que disait Caroline tout à l'heure, ou encore, en tout cas, des notions de politique, anti-immigration ou pro-immigration. Est-ce que ça vous touche ou vous êtes capable de vous maintenir quand même comme chercheur avec un sujet qui peut déraper puis qui peut toucher la liberté académique ou dans lesquels on peut prendre des positions qui, à mon avis, sont très radicales, comme celle de notre collègue Joseph Facal. Donc, voilà une question difficile pour vous. Une question importante, Claudia. Est-ce que l'un de vous brise la glace? Oui, je peux répondre. Ça dépend des arguments. On les prend un par un, les arguments, puis on les discute. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, Claudia, c'est une question complexe aussi.
personnellement, avec le temps, j'essaie de me faire, pas une carapace, mais d'assumer certains choix, mais aussi d'essayer de sortir la dimension politique de tout ça, parce qu'il y a effectivement des éditoriaux et des choses qui se disent dans les journaux. Quelqu'un qui arrive, tu sais, bon, je sais que ça fait longtemps que tu es là, puis je te connais assez bien, tout ça, mais tu sais, au Québec, je sais que c'est des questions qui parfois peuvent un peu étonner, surprendre et autres. Moi, je connais assez bien les différents acteurs qui se prononcent sur ces questions-là. Moi, je n'ai jamais embarqué dans ça personnellement. Je considère que justement, ce recul, c'est à la fois la responsabilité, mais aussi le privilège des universitaires de pouvoir le faire. Et donc, de séparer ça, puis j'essaie le plus possible. Je parlais d'objectivation tout à l'heure, d'essayer de faire la part des choses, puis de ne pas embarquer dans les débats politiques et polémiques qui sont probablement nécessaires. Mais tu sais, c'est un peu comme Caroline mentionnait tout à l'heure, moi, je ne veux pas me faire étiqueter comme un militant. Tu sais. Il y a déjà quelqu'un qui me dit « Ah, Sébastien, c'est un allié. Bon, tant mieux si j'en suis un, mais ce n'est pas mon objectif dans la vie. Tu sais, j'essaie juste d'essayer d'amener un peu, de mettre ma petite pierre, moi aussi, un peu d'eau au moulin, là, appelons-le comme on veut. Mais c'est pas facile parce que c'est des sujets qui viennent chercher des gens, tout ça. Tu sais, donc, il y a un caractère très émotif à tout ça, mais moi, j'essaie de rester le plus loin possible de ça, c'est sûr. Merci. Peut-être juste, oui, juste pour rebondir, pour moi, c'est typiquement un exemple où quelqu'un a quelque chose à dire, ça correspond pas vraiment au sujet, mais se dit que finalement, s'il le dit fort ou très rapidement, peut-être qu'on va pouvoir tout mélanger. Donc là, c'est quelque chose auquel on est finalement assez habitué. C'est souvent, mon approche, c'est plutôt de me dire, tiens, pourquoi les gens se mettent à s'exprimer aussi fortement? Quelle est leur insécurité? Qu'est-ce qu'il y a pas, mais enfin, je veux dire, je prends pas, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a aussi comme blessure personnelle, comme vulnérabilité qui a été touchée par rapport à ça? Et c'est peut-être aussi un sujet intéressant à aborder. Mais pour moi, je le regarde tout de suite en tant que chercheuse. En fait, tout de suite, je me détourne et je me dis, ah là, ça doit vouloir dire quelque chose dans un environnement québécois, moi, que je gère beaucoup moins, mais du coup, peut-être que je regarde différemment. Sans nul doute. Intéressant. Merci pour vos réponses. Merci pour la question, Claudia. Il nous resterait peut-être le temps pour une dernière mini-question avec des mini-réponses, si jamais quelqu'un se manifeste. Mathieu, toi qui vois peut-être davantage que moi là, les demandes d'intervention, est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Pour l'instant, non, personne ne veut intervenir. Donc, si on n'a pas d'autres questions... je vais en profiter, peut-être une dernière. Comment l'école peut faire mieux en termes de délit? Une grande question, puis vous êtes écouté. Le temps passé, Federico, malheureusement. Comment on peut faire mieux? Ben moi, je pense que je viens de finir là, presque. Je n'ai pas tout à fait fini le parcours EDI. Puis malgré des critiques que j'avais entendues de certaines personnes, je trouvais ça plutôt... bon, ça m'a conforté dans moi-même. Quand je fais de la formation WOPE, ça m'a un peu conforté par rapport à comment je l'envisage. Mais c'est déjà un pas très intéressant, très important. Il y a certainement des sensibilités qui sont encore mal comprises à l'école, que ce soit au niveau avec les étudiants ou peut-être des collègues aussi. Ça, c'est difficile de me prononcer là-dessus. Moi, peut-être, puis même, il y a énormément de transformations qui ont été faites à ce niveau-là. Le recrutement, on en a beaucoup parlé. Ça, est-ce qu'on peut faire mieux? Peut-être. On peut toujours probablement faire mieux. Puis toujours l'enjeu, et je vais finir là vraiment, mais... c'est de garder un peu son identité, c'est-à-dire institutionnelle, avec qu'est-ce qu'HEC, mais tout en étant suffisamment ouvert pour aussi accueillir la diversité, mais pas nécessairement dans une logique là, d'assimilation, mais dans une logique de compréhension et tout ça. Puis ça, c'est vraiment la culture organisationnelle, la culture institutionnelle, je pense, qui peut s'adapter. Moi, personnellement, je dis que c'est pas parfait, mais... en 2 minutes, là, dire quoi faire exactement de plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis les dernières années là-dessus. Alors, on verra les résultats à moyen long terme aussi. Tu cibles déjà des choses intéressantes et importantes aussi, Sébastien. Est-ce que Caroline ou Claude, vous voudriez ajouter un élément?
Je vois qu'il y a André qui voulait poser une dernière question, peut-être. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Mais j'en parlerai. Une partie 2 éventuellement sur le DI. Je vais juste donner mon petit grain de sel là-dessus, Federico. Moi, je pense que l'école fait bien. Tu sais, les formations EDI, par exemple, là, je viens de la terminer, c'est très bien fait. Si tu me demandes qu'est-ce qui pourrait être amélioré, ce serait peut-être de mettre encore plus d'emphase sur la gestion des diversités. Parce que là, on le voit là, avec la première question, il y a des réticences. Donc, c'est beau la créer, la diversité, mais il faut la gérer aussi. Donc, mais aussi, ça prend du temps. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit sans heurte du jour au lendemain. Je regarde l'école. L'école a beaucoup changé depuis les 20 dernières années ou les 18 dernières années. Et c'est un changement qui est progressif. Et il n'y a pas juste des avantages. Ça peut créer certains inconvénients. Il faut juste en être conscient. Mais moi, je trouve que l'école fait bien. Je n'ai pas de critiques majeures. Continuer à être proactif et en parler aussi, puis à se documenter, s'informer. Caroline, est-ce que tu voulais ajouter un point? Non, c'est une question très complexe. Enfin, ce sont des questions très complexes. Je pense que le fait de créer des occasions d'échange avec l'ensemble de la communauté, je pense que et de façon régulière et de façon un peu proactive, comme c'est fait à divers niveaux, parce qu'on a aussi des pressions institutionnelles qui nous invitent à le faire et qu'on saisit l'occasion pour aller encore plus loin que ce qui nous est proposé. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça nous amène parfois à créer, à faire émerger des zones de friction, mais qui parfois aussi sont des occasions de penser les choses, de faire mûrir, de faire évoluer les gens, et voilà. Et je pense que toujours garder un espace de dialogue pour avancer tranquillement. Mais le chemin, il est long individuellement, collectivement, en tant qu'organisation. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, qui me semble important. Très bien, à continuer à avancer avec empathie et bienveillance, puis avec des chercheurs comme vous qui nous fournissez des données pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions. Merci pour l'excellente question, Federico. Je pense que probablement que d'autres personnes ont la main levée, mais déjà, on a épuisé le temps dont on disposait pour notre midi de la recherche. Donc, je veux prendre le temps de vous remercier, trois panélistes, pour le temps, la richesse de vos interventions. Merci Sébastien, Claude, Caroline. C'est très apprécié. Merci à tout le monde qui se sont joints pour ce midi de la recherche, qui ont écouté, participé. Merci pour les questions. Les midis de la recherche reprendront à l'hiver. Donc, vous recevrez dans les prochaines semaines, le mois, des invitations pour un midi de la recherche sur la transformation numérique des organisations, puis un midi de la recherche sur l'éthique organisationnelle. Donc, ça fait un plaisir pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'événement, puis je vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Merci. Bye.